aussi, on peut avoir un comportement qui nous tire vers le bas. C'est-à-dire que quand on va aller consommer chez son frère, on va lui demander de nous faire une réduction, une ristourne ou autre. Alors que la logique chez Black Network, c'est le soutien passe par la caisse. Quand je viens chez toi, tu ne m'invites pas, je consomme. Je vais dépenser mon argent pour t'élever, pour te contribuer à faire en sorte que tu grandisses toi aussi. Que mon argent soit la petite pierre à l'édifice de ta réussite. Donc ça, vraiment, c'est une phrase qui est fondamentale chez moi. Bonjour, c'est Tanguy de Bangui pour Upendo. Tanguy Ngafaouna Tabissi, mais sur les réseaux, on m'appelle Tanguy de Bangui parce que je suis né en République centrafricaine. J'ai 39 ans, je suis marié, père de 3 enfants et je suis juriste de formation et de profession pendant longtemps. Mais depuis maintenant une dizaine d'années, je m'occupe de Black Network, un réseau de solidarité et d'affaires. L'aventure Black Network commence en 2011. On sort à peu près des études où on venait de commencer à travailler avec des amis et on se rend compte que les gens qui sont autour de nous n'ont pas de difficulté pour trouver des stages, pour trouver du travail, parce qu'ils ont un réseau familial, un réseau social. Et nous, on n'a pas de réseau. Donc première chose, on se dit, on va créer notre propre réseau. On vient du milieu du hip-hop et dans le milieu hip-hop, quand tu n'as pas quelque chose, tu ne pleures pas et tu fais cette chose-là. Et donc nous, on s'est dit, on ne va pas pleurer, on va créer notre propre réseau. Et c'est comme ça qu'on a créé Black Network. Alors, Black Network a 5 types d'activités. On éduque, on fédère, on finance, on valorise et on représente les entrepreneurs de la communauté. Donc, on éduque, on organise des formations, on finance, on aide à lever des fonds, à trouver des business angels, on fédère, on organise des networking, des événements pour faire en sorte que la communauté se rencontre, on valorise à travers le podcast Kalimandjaro, à travers aussi notre annuaire Kali. Quand vous cherchez un expert de la communauté, vous passez par Black Network, eh bien vous avez un expert dont vous savez qu'il est entre guillemets labellisé, qu'il est Kali. Et ensuite on représente et on porte la voix de nos entrepreneurs comme je le fais aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Les seuls réseaux que je connaissais, on avait l'impression qu'ils étaient élitistes et qui ne touchaient pas la jeunesse et qui ne touchaient pas les gens qui ont grandi dans les quartiers ou qui ne sont pas forcément dans des milieux un peu privilégiés. À notre connaissance, en tout cas surtout il y a 11 ans maintenant, 12 ans presque, eh bien des réseaux d'affaires tournés vers la communauté africaine et afrodescendante qui puissent fédérer tout le monde et qui ne soit pas le réseau des Camerounais, le réseau des Sénégalais, le réseau des Ivoiriens ou le réseau des Antillais, ça on n'en avait pas. Et l'intérêt finalement de ce média, en tout cas si on prend l'exemple du média Kalimandjaro, mais plus largement des événements qu'on organise, c'est ça justement, c'est de pouvoir mettre la lumière sur des profils qu'on ne connaissait pas et de rendre visibles des gens qui étaient invisibles. Beaucoup, notamment dans l'entrepreneuriat, mais pas que. Parce que effectivement, si on prend les jeunes comme moi, qui ont grandi dans les années 90, moi je suis né en 80, j'ai grandi dans les années 90, les seuls exemples dont on disposait de personnes qui avaient fait des choses significatives, c'était des rappeurs ou des sportifs. En tout cas, des gens qui étaient dans le divertissement. Là, grâce à l'activité que j'ai avec Black Network, aujourd'hui, je côtoie des personnes qui font des choses significatives, donc qui ont des centaines d'employés, qui font beaucoup de chiffres d'affaires, qui ont un impact véritable dans la vie de ce pays ou bien dans la vie des personnes sur le continent et qui ne sont pas forcément dans le divertissement. Vous pouvez avoir quelqu'un comme Abdoulaye Ben Moussa qui est un astropreneur, qui a créé une boîte qui permet d'accéder à Internet dans les milieux reculés en Afrique avec une connexion par les satellites. Une femme comme Laou Keita qui, elle, a créé la première boîte noire au sol. Ça veut dire qu'elle permet de faire en sorte de veiller à la sécurité des avions au sol. Quelqu'un comme Ibrahima Sissoko qui est derrière 33 projets, et je sais qu'il est passé ici, derrière 33 projets, beaucoup liés à la tech, au Web3, des consultants aussi dans le digital. Il est aussi derrière le projet Nemix avec le véhicule qui roule à l'hydrogène. Donc
moi, je me rends compte que la communauté est riche, la communauté est belle d'entrepreneuriat et d'initiatives diverses. Et je sais que quand je me suis lancé, beaucoup de gens me disaient, faut pas que tu fasses un épisode par semaine dans le podcast parce que tu vas jamais trouver suffisamment d'entrepreneurs pour pouvoir être tout le temps là au niveau. Et là, cette semaine, on sort le 170e épisode sans compter les hors-séries. Donc on voit que finalement, il y a encore des entrepreneurs et la liste d'entrepreneurs qui me reste à voir est encore grande. Alors, le podcast s'appelle Kalimandjaro. Pourquoi ? Parce que une discussion avec un Moussa Wagué, qui est à la tête d'une maison de disques en Afrique, me disait qu'il trouve que les Africains et Afro-descendants qui sont en France ne sont pas suffisamment ambitieux. Il a l'impression qu'on se bride beaucoup dans nos projets et qu'on ne se donne pas les moyens d'aller, de rêver grand et de faire de grandes choses. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette ambition-là ? Et je me suis dit, c'est peut-être parce qu'on ne voit pas, toujours ce problème d'invisibilité, c'est peut-être qu'on ne voit pas assez les entrepreneurs qui font des grandes choses. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris mon micro et que je me suis dit, je vais donner la parole à ces entrepreneurs-là dont j'ai l'impression qu'ils font des grandes choses. Et donc, le podcast Kalimandjaro est né. Et depuis, chaque semaine, j'enregistre un épisode avec un entrepreneur de la communauté, entrepreneurs très divers. J'ai déjà cité pas mal de personnes, en l'occurrence là, mais des entrepreneurs qui sont des personnes qui entreprennent dans des milieux très différents. Pendant 1h30, 2 heures, je crois l'épisode le plus long dure 4 heures. On va au fond des choses, on essaie de comprendre le mindset de la personne, on essaie de comprendre concrètement qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir atteindre le niveau auquel il est aujourd'hui. Et ça permet aux gens qui l'écoutent, je reçois des dizaines de témoignages chaque semaine, d'être inspirés véritablement. Ou parfois de se dire, mais je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul à avoir connu cette galère quand je suis venu du pays, que je connaissais pas les codes, que je connaissais pas, que j'avais pas de réseau, mais que j'ai cette envie de m'en sortir. Eh bien, je suis pas tout seul à vivre ça. Je suis pas tout seul à venir de quartier et de ne pas avoir accès au financement et à vouloir lancer quand même une boîte ambitieuse. Je ne suis pas tout seul. Et ça, c'est ce qui va nous donner la force à chacun d'entre nous, eh bien, de monter et d'atteindre finalement le sommet de ce Kalimandjaro qu'on veut tous atteindre. Les choses avancent dans le bon sens, au-delà même du podcast. Parce que nous, on a commencé en 2011. En 2011, parler d'entrepreneuriat déjà, c'était pas très répandu. Alors parler d'entrepreneuriat afro, c'était encore moins répandu. Donc je vois aujourd'hui le bon qu'on a fait sur ces sujets. Quand on voit des initiatives comme Business Africa, là, qui réunit plusieurs milliers de personnes, chaque année, là, ça fait la deuxième édition, donc ça fait 2 ans, 2 fois que ça a été fait. On voit des initiatives comme Investir au pays. Là, en octobre, on était au Palais des Congrès de Versailles. Plus de 1300 personnes qui sont réunies pour parler d'entrepreneuriat et pour parler du retour en Afrique pour entreprendre. Donc, finalement, on se rend compte que un bond a été fait, que la communauté a progressé. On ne la retrouve pas que sur des sujets qu'on pourrait dire soit du divertissement, soit du désordre, mais aussi sur des sujets qui sont constructifs, que sont l'insertion professionnelle, le développement économique pour la diaspora et aussi le retour pour investir en Afrique, pour entreprendre en Afrique. Donc vraiment, moi, je suis hyper positif sur l'évolution de la diaspora, sur l'évolution de notre communauté et hyper aussi optimiste parce que je sais que le continent est maintenant le continent de tous les appétits et donc finalement on n'est encore qu'au début et ce qui nous attend devant c'est encore plus grand, j'en suis convaincu. Il y a plusieurs choses. Déjà quelque chose qui m'émeut profondément, c'est de me rendre compte qu'on valorise maintenant beaucoup le parcours de nos parents. Je n'ai pas l'impression qu'avant c'était le cas, mais je me rends compte que beaucoup de gens témoignent que ce que leurs parents ont fait, c'est-à-dire venus d'Afrique, venus des Antilles, dans un milieu qu'ils ne connaissaient pas, souvent très jeunes. Nos parents, mon père il est arrivé ici en 82, il avait 22 ans. Moi à 22 ans j'étais un bébé encore. Lui il avait déjà 3 enfants, il gérait, il a quitté sa famille, il était un soutien de famille pour ceux qui sont restés là-bas. Et ça, je me rends compte que notre génération, peut-être parce que on commence à devenir nous aussi âgés, on approche de la quarantaine et on voit comment la vie est difficile et on se dit que nos parents ont réussi à faire tout ça sans connaître les codes, sans connaître la langue et tout ça
très jeune. Et donc, ça, c'est quelque chose dont je me rends compte. Et je me dis que c'est quelque chose qui est très positif. Ça, c'est quelque chose que je trouve commun à toutes les personnes, en tout cas à la majorité des personnes avec lesquelles j'ai discuté. Ensuite, autre point, ce qui est commun, c'est ça ta question, c'était qu'est-ce qui était commun, hein. Je pense aussi qu'il y a la difficulté d'accès au financement. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui ont du mal à accéder au financement quand ils lancent leur boîte et on le sait, il y a des statistiques là-dessus. Diversidays a beaucoup travaillé sur le sujet. Les femmes et les personnes issues des minorités ont des difficultés pour accéder au financement lorsqu'ils lancent leur boîte. Et quand on n'a pas accès au financement, on ne peut pas faire les mêmes boîtes. On va être obligé de, par exemple, quelqu'un qui fait des tresses, ça va être plus facile pour elle ou pour lui de tresser à domicile que de lancer une app qui va lui permettre de devenir le prochain Zuckerberg ou la prochaine marketplace de la coiffure. Donc, il y a ces petites difficultés-là que l'on a entre nous. Après, maintenant, un pattern que je vois aussi, c'est cette volonté de partager. De partager, de se dire qu'on est en mission. Nous qui sommes venus en Occident, je pense vraiment que ceux, en tout cas qui m'inspirent, et ceux dont j'ai l'impression qu'ils ont réussi quand même ici, c'est des gens qui sont poussés par une force différente. Et cette force, c'est le fait d'avoir conscience qu'ils sont en mission. En mission pour le continent, en mission pour la génération d'après. Ils ne se voient pas que pour eux-mêmes, en gagnant de l'argent, pour acheter une grosse voiture ou quoi, mais ils se sentent comme étant investis d'une mission pour la génération qui vient après, et donc ils ont envie de partager pour les autres aussi qui n'ont pas eu les mêmes opportunités que eux. Il y a vraiment ce concept de Ubuntu dont je parle souvent et qui équivaut finalement à du partage et qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs avec lesquels j'échange. Le travail. Je pense que la première chose c'est ça, le travail. Tous les gens que j'ai vus qui ont réussi, je vais prendre Olivier Laouché, le boss de Trace TV, enfin Trace Group maintenant, Fernand Lopez, le boss, celui qui a créé, en tout cas qui a structuré le MMA en France, Ibrahima Sissoko dont j'ai déjà parlé. Voilà, je vais prendre ne serait-ce que ces 3 exemples-là. Et dans le podcast, il y en a beaucoup d'autres. C'est des gens qui travaillent énormément. Ils sont tout le temps en train de travailler. Ils sont animés par la foi et de dire qu'ils n'auront pas de repos tant qu'ils n'auront pas atteint leurs objectifs. Et ça, je pense que c'est ce qui fait beaucoup la différence. C'est le fait de se donner corps et âme à la tâche. Et après, pas à la tâche de manière absolue, mais donner beaucoup d'énergie dans une tâche qui est lucrative. Ouais. Parce que on peut, je sais pas, chercher à être bibliothécaire, on peut avoir le meilleur diplôme qui soit, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans le secteur, ça va être plus difficile. Mais quelqu'un qui se donne à fond et qui travaille de manière intense dans un secteur comme l'informatique ou même le divertissement, comme il y a beaucoup d'argent dans le secteur, il va réussir à gagner de l'argent. Donc ça, c'est une des clés vraiment, le travail intense. L'autre clé que j'ai identifiée, beaucoup d'entrepreneurs sont des visionnaires, c'est-à-dire qu'ils rêvent. Et on est nombreux à rêver finalement, à se dire ouais, j'aimerais ça, je vois le business de telle manière, je vois de telle manière. Mais ceux qui réussissent vraiment à faire de grandes choses, c'est ceux qui réussissent à allier une grande vision à une capacité d'exécution. Et cette capacité d'exécution, de ce que j'ai compris, en tout cas de ce que je vois, c'est que soit la personne elle-même est un grand exécutant, c'est le cas d'Olivier Laouché de Trace, dont on sent que c'est quelqu'un qui exécute, quoi. Il bosse. Soit c'est quelqu'un qui a su s'entourer des bonnes personnes. Et ça aussi, j'en vois beaucoup, de personnes qui, elles ont la vision, sont des grands visionnaires qui savent où ces personnes-là veulent aller, où ils veulent voir la boîte dans 5, 10, 15, 20, 30 ans. Et ensuite, ils parviennent à s'entourer des bonnes personnes dont la charge sera de mettre en place cette vision. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le faire et donc leur vision reste finalement des rêves et ne se concrétise jamais. C'est ça, je pense, la deuxième clé que je pourrais identifier. Est-ce que je peux le dire? Non, moi j'ai toujours coutume de dire, voilà, ma vision, Black Network doit être le MEDEF de la communauté. C'est ça l'idée.
le MEDEF de la diaspora, c'est-à-dire l'organisation représentative de l'entrepreneuriat afro et afrodescendant en France, premièrement. C'est-à-dire que on doit porter des sujets qui doivent permettre aux entrepreneurs de voir leur cause avancer vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis des institutions en général, faire en sorte que, compte tenu de notre poids, c'est-à-dire de notre masse en termes de chiffre d'affaires, du nombre de personnes qu'on recrute, eh bien qu'on puisse dire que sur tel ou tel sujet, la voix des entrepreneurs africains et afrodescendants, faut qu'elle compte. Ça, c'est la première chose. Ensuite, là où je veux aller aussi, c'est créer des ponts sur ces sujets-là, d'entrepreneuriat et d'investissement, entre la diaspora, et là quand je parle de diaspora, je ne parle pas que de la France, la diaspora en France, mais finalement sur toute la terre entière, parce qu'on a la chance, vous savez que au Ghana, il y a cette étoile noire à 5 points. Pourquoi ? Parce qu'elle représente les noirs des 5 continents. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que tous ceux-là qui sont partout, ils puissent converger vers l'Afrique pour investir et que nous, on puisse mettre en place les canaux pour que la diaspora le fasse. Alors, 3 personnes qui m'inspirent. Effectivement, le premier, c'est mon père, véritablement. Mais ça, je le dis très souvent, j'en parle très souvent. Et ceux qui sont dans l'écosystème Black Network le connaissent. Parce que, voilà, venu d'un pays, d'un village dans lequel il n'y avait ni électricité, ni eau courante, et qui s'est battu avec la force de ses mains, avec la force de son cerveau, avec aussi la solidarité familiale, qui a réussi à percer et à venir en France et à se développer en France. Ça, c'est vraiment la personne qui m'inspire le plus, je dirais. Je suis un sankariste, véritablement, et pour le coup, qui n'est pas du tout entrepreneur, hein. Mais voilà, j'ai toujours été touché par le message de Sankara. Quand il dit il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Ça, c'est des mots, moi, qui me parlent beaucoup. Et c'est que dans cette logique d'Ubuntu dont je parle souvent, eh bien, c'est vraiment un engagement qui me parle véritablement. Sankara et bien sûr Marcus Garvey aussi, parce que il a réussi à organiser la diaspora d'une manière quand même sans précédent, avec une armée, un corps médical, des entrepreneurs, une compagnie de bateaux une compagnie ferroviaire pour rentrer en Afrique. Voilà, ça fait partie quand même des personnes, juste à évoquer leur nom, j'ai des frissons, quoi. Ces trois-là. J'ai eu des difficultés, j'en ai encore, en fait. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat, j'ai l'impression, quand on n'a pas énormément de moyens, on fait beaucoup de choses soi-même. Et ce que j'ai constaté au départ, c'est que c'est comme si ça mettait la lumière sur beaucoup de mes défauts, sur beaucoup de mes faiblesses. Alors qu'en entreprise, j'avais travaillé pendant plus de 10 ans, j'étais arrivé un peu dans ma zone de confort. Et j'aurais pu rester comme ça jusqu'à la retraite sans vraiment me dépasser. Moi, j'ai toujours coutume de dire qui sort s'en sort, mais c'est valable aussi pour sortir de sa zone de confort. Et l'entrepreneuriat m'a bousculé comme jamais. C'est-à-dire que y a plein de choses sur lesquelles je suis pas rigoureux ou je suis pas toujours au taquet. Eh bien là, je me le prends en pleine face et ça m'oblige à me surpasser, à me dépasser pour mener à bien mes projets. Donc ça, vraiment, c'est une grande difficulté. Maintenant, comment est-ce que j'ai fait, mais comment je fais encore au quotidien? Pour moi, il y a 2 choses véritables, ou en tout cas une qui se matérialise de différentes manières, c'est être accompagné. L'idée, c'est de ne pas être seul. Moi, c'est vraiment ce qui m'aide. J'ai une coach qui m'aide tout le temps, avec laquelle on fait un point 15 jours, qui m'aide à atteindre mes objectifs, qui me permet d'avoir du recul sur moi-même pour comprendre quelles sont mes faiblesses et quels sont mes travers et voir ainsi comment est-ce que je peux surmonter mes difficultés. Donc être coaché, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore beaucoup. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est appartenir à un réseau. Tout à l'heure, les noms que j'ai cités, les Moussa Ouagé, je peux citer Jean-Pierre Sec ou encore Ibrahima Sissoko,
c'est des mentors aujourd'hui que je peux appeler dès que j'ai un problème. Chacun dans leur domaine de compétences. Moussa Wagué, c'est quelqu'un qui est très fin dans la rédaction des process dans son entreprise. Ben moi, quand j'ai des problématiques de process, je vais l'appeler. Jean-Pierre Sec aussi, tout ce qui est business model, il maîtrise parfaitement. Donc quand je vais l'appeler, que j'ai des questions sur mon business model, je vais l'appeler. En fait, c'est savoir être entouré. Parce que l'entrepreneur, bien souvent, il se retrouve seul. Seul pourquoi? Parce que comme il est à fond dans son projet, bah, il aura du mal à communiquer avec ses amis qui vont lui parler du foot, qui vont lui parler de sujets qui ne sont pas toujours ce qui l'intéresse, même avec sa famille ou ses proches. Parfois, les gens ne vont pas comprendre les problématiques que lui vit. Et donc l'idée, en tout cas, moi, ce qui me sauve, c'est d'appartenir à un réseau d'entrepreneurs, une communauté d'entrepreneurs avec laquelle on va partager régulièrement les problématiques, les difficultés qu'on rencontre. Et c'est ce qui me permet, à moi en tout cas, et qui permet à tous les membres du réseau Black Network, eh bien, de garder toujours la tête parce qu'on sait que dès que j'ai un problème, je peux m'appuyer sur quelqu'un, je peux échanger avec quelqu'un qui connaît et qui comprend ces problématiques. Pendant les deux, beaucoup, c'est le soutien passe par la caisse. Ça, c'est quelque chose que je dis très régulièrement, qui n'est pas de moi, qui est de mes amis, ma Marie, mais que j'ai reprise à mon compte, parce que nous, on dit toujours qu'on se soutient. Et c'est vrai que la communauté africaine, c'est une communauté qui est très solidaire. Donc, on s'entraide beaucoup. Mais bien souvent, aussi, on peut avoir un comportement qui nous tire vers le bas. C'est-à-dire que quand on va aller consommer chez son frère, on va lui demander de nous faire une réduction, une ristourne ou autre. Alors que la logique chez Black Network, c'est le soutien passe par la caisse. Quand je viens chez toi, tu ne m'invites pas, je consomme. Je vais dépenser mon argent pour t'élever, pour te contribuer à faire en sorte que tu grandisses toi aussi. Que mon argent soit la petite pierre à l'édifice de ta réussite. Donc ça, vraiment, c'est une phrase qui est fondamentale chez moi. Le soutien passe par la caisse. Tous les gens qui sont dans l'écosystème Black Network la connaissent. La seconde, c'est qui sort s'en sort. Ça aussi, c'est une phrase qui est fondamentale. Je viens juste de l'évoquer en matière de sortir de sa zone de confort. Mais à l'origine, quand cette phrase m'est venue, celle-là, elle m'est venue vraiment, je ne sais même plus comment, mais comme un éclair, quoi. Qui sort s'en sort. L'idée, c'est de dire que si on reste chez soi, si on ne parle pas avec les autres, si on ne va pas au-devant des opportunités, eh bien, on va passer à côté d'elles. Alors que les opportunités, elles sont partout. Il suffit que là, on sorte, on discute, eh bien, vous allez me parler d'une solution, vous allez me parler d'un de vos problèmes, je vais vous proposer une solution. Et là, c'est ça qui va faire en sorte qu'on peut se sortir de nos conditions. En sortant, en allant à des événements, en allant discuter avec d'autres, en allant au-devant des opportunités. Parce que les opportunités sont partout. C'est pour ça que je dis toujours, qui sort s'en sort.